Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre comme vous le voyez pour cette édition particulière d'Informative News Hebdo puisque nous sommes déplacés jusqu'à Lille. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément très loin de nos studios habituels, moins d'une heure en train. Et en plus, je suis accompagné d'invités spéciaux parce que j'ai Loïc Duval, rédacteur en chef habituel d'Informatique News avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour. Et je suis accompagné de Thierry Derouer, directeur des rédactions Informatique News, IT for Business et China News. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, comme je le disais, édition un peu spéciale, parce qu'on ne voit pas forcément sur les caméras, mais nous sommes sur le FIC de Lille. Alors, on va y revenir, parce qu'on va faire évidemment un focus sur le sujet. Mais on va garder le menu habituel et on va passer en revue quand même l'actualité de la semaine. Et on va parler d'un sujet dont on n'avait pas parlé depuis longtemps, l'IA. Ah oui, c'est vrai. C'est juste le sujet de l'année 2023. Voilà, je pense que chaque semaine, on y a droit. On y a droit, et c'est encore du côté de chez Microsoft que ça se passe, et du côté de chez Google, avec deux visions différentes. Deux visions et des anecdotes, on va dire. Un peu particulières. On commence peut-être par Microsoft et son fameux copilote. Voilà, donc Microsoft est dans une phase où finalement chaque semaine ils lancent une nouvelle IA au sein de leurs outils. Donc il y a eu l'IA dans Dynamics 365, dans Microsoft 365, donc dans Word, Excel, machin, etc., Outlook. Et là cette semaine ils ont donc annoncé OneNote Copilot, qui est donc une IA pour OneNote. Et donc l'intérêt de cette IA finalement c'est ça fait à peu près la même chose que finalement l'IA qu'ils vont mettre dans Word. Oui. C'est-à-dire que ça prend les notes, ça les retransforme en rapport, ça peut réécrire, résumer, enfin voilà, à peu près toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que quand on utilise OneNote, souvent on prend des notes extrêmement rapides et en abrégé. Et finalement de voir une IA venir réécrire derrière et corriger un peu tout ça, ça peut être assez sympa. Faut voir comment ça fonctionne en vrai. C'est pas l'endroit le plus bête où mettre une IA en fait. Oui, tu veux dire que ça pourrait rendre les papiers plus lisibles ? Ouais, non, les notes déjà c'est pas mal. Pieux. Non, mais surtout ça permet. Faut pas oublier que dans OneNote tu peux aussi saisir vocalement des choses, faire des petits dessins et tout. Donc je pense que petit à petit cette IA va venir compléter un peu tout ça, transformer ce qui est dit vocalement en notes. On pourra faire aussi des recherches, c'est ça ? Voilà, il y a une deuxième parce que donc chez Microsoft les IA vont toujours par deux. La semaine dernière ils avaient annoncé Microsoft Security Copilot, qui était en fait une IA conversationnelle mise à la disposition de tous les analystes en cybersécurité. Ça permettait d'interroger l'IA, d'utiliser l'IA pour interroger les données, comprendre également les vulnérabilités, comment les corriger et tout ça, de faire ça de façon conversationnelle. Ça permet finalement aux analystes de faire de la veille. Donc là, ils ont une nouvelle IA qui est un peu différente, qui rentre dans ce qu'on appelle Microsoft 365 Defender, qui est, on va faire simple, le XR de Microsoft. Au-dessus de tout l'environnement Microsoft 365. Donc ça s'appelle Microsoft 365 Defender Automation Attack Disruption. C'est un peu compliqué, c'est finalement Copilot est plus simple. Et l'idée c'est d'utiliser l'IA pour aller analyser tous les emails et retrouver en fait tout ce qui a l'air un peu douteux, etc. Ouais. Et d'automatiquement générer des blocages. De venir bloquer, d'abord de bloquer l'email, d'éviter que cet email soit renvoyé ou multiplié au sein de l'entreprise. Et puis si on voit que dans cet email il y a des liens ou des pièces attachées qui sont compromettantes, et ben en fait automatiquement l'IA vient mettre en place des corrections et des blocages. En quoi ce serait plus performant que ce qui existe déjà, par exemple chez IBM ou chez d'autres d'ailleurs qui utilisent déjà l'IA pour faire de la détection. Voilà, en fait, il y a toujours eu de l'IA au sein des détections et tout. Là, la seule truc qui est faite, c'est que finalement, cette IA pilote des automatismes. D'accord. Et en fait, c'est toute cette phase d'automatisation derrière. Je vais automatiquement bloquer telle chose, etc. Ce qui fait que plutôt que de recevoir une alerte, parce qu'en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est soit l'email est traité et mis de côté dans un spam, mais finalement c'est fait boîte aux lettres par boîte aux lettres, pas au niveau général. Là vraiment c'est l'idée d'avoir une IA qui vient interagir. Et qui pourrait nous poser la question. Alors au niveau des administrateurs, effectivement on peut définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas que l'IA fasse. Un autre sujet. Alors donc Google. Avec Google, il y a un petit mea culpa. C'est chez ça. Bard, on n'est pas. Voilà, en fait, une comparaison qui n'a pas dû faire plaisir à Honda d'ailleurs. Le patron de Google a été interviewé par le New York Times. Et ça barde. Voilà, ça barde au niveau de Bard, où finalement on s'aperçoit que les premiers retours sont quand même pas dithyrambiques. Oui, clairement, poli, voilà, on va être comme ça, on va dire poliment.
Et en fait, il a expliqué que, alors la comparaison est un peu étonnante, c'est pour ça que c'est drôle. Il dit effectivement, pour l'instant, ce qu'on a mis, alors il faut pas oublier que quand même Bard est encore en développement et que seuls quelques utilisateurs y ont accès. Il a dit, on a mis entre les mains de ces utilisateurs l'équivalent d'une Honda Civic améliorée, mais évidemment, on l'a mis face à une Formule 1, donc forcément, on a un peu de mal. Il va falloir travailler. Et alors, c'est honteux une Honda Civic? Non. Alors en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que pour aller vite, ils avaient utilisé leur premier LLM qui est Lambda. Et là, ils ont... Alors, lui, il disait ça allait être. En fait, durant la semaine, Bard est passé sur le nouveau modèle qui s'appelle Palm, avec un petit A, à pas confondre avec d'autres Palm d'ancienne génération. Qui se pilotait aussi d'ailleurs. Hein. Ah oui, voilà, y a-t-il un pilote et de ce qu'on voit, bon, ça apporte pas encore énormément de choses parce que les modèles sont encore très bridés, volontairement. Mais a priori, déjà, ça serait une IA qui serait plus douée pour les mathématiques. On sait que ChatGPT et Bing IA sont assez nuls en calcul. Dès qu'on leur donne plus de 2 chiffres, ils commencent à inventer pas mal. Bon, alors là aussi, il faut reconnaître qu'il y a eu pas mal d'améliorations, notamment du côté de Bing IA ces dernières semaines, du côté des mathématiques. Je crois même que désormais, Bing IA est capable d'écrire des formules mathématiques correctement, des choses comme ça. Donc voilà, toutes les IA progressent. L'autre chose aussi, il paraît que Palm est capable de faire des raisonnements qui sont un peu plus logiques que ce que faisait Bard. Donc voilà, les grands travaillent dessus, ça s'améliore au fur et à mesure. Avec toujours autant d'hallucinations quand même. Oui, alors ça, on n'y échappera pas, mais on en reparlera en fin d'émission. Alors autre sujet, j'allais dire aussi, qui commence à devenir un peu traditionnel malgré tout, c'est le rachat de VMware par Broadcom qui stresse visiblement quelques DSI. Bah oui, alors en fait, tout part d'une étude de Global Data, mais en fait, en réalité, tout part d'une annonce du CMA qui est la Competition and Market Authority britannique qui veille à la bonne concurrence du marché. Voilà, c'est exactement la même chose. Qui a expliqué que apparemment c'était un sujet très sensible et que finalement ils allaient faire une étude beaucoup plus approfondie du dossier. Et qui ne rendraient pas leur conclusion avant le mois de septembre. Bon, il faut savoir que la Commission européenne, elle aussi bosse dessus, qu'eux aussi font une étude approfondie, qu'eux aussi sont inquiets des répercussions de ce rachat. Notamment, ce qui craignent beaucoup, c'est que c'est des répercussions sur le prix des serveurs, sur le prix des infrastructures réseau, ce genre de choses. C'est quand même une situation de monopole. On va rappeler quand même que l'ensemble des grandes entreprises et administrations, à 90% sont utilisatrices. Oui, alors, il faut pas. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, VMware est resté indépendant qu'une année. Enfin, bon. Oui. Entre Dell et Broadcom. Voilà, ils ont été libérés par Dell. Un an plus tard, l'annonce du rachat se faisait. Donc finalement, ce que Broadcom alors Broadcom a déjà annoncé à la CMA que leurs conditions n'étaient pas réalisables pour eux. Donc il allait falloir rentrer un peu dans une négociation. Ce qui est sûr, c'est que Broadcom et VMware ont annoncé que de toute façon, le rachat ne pouvait plus désormais être finalisé avant mai 2024. Et évidemment, ce que montre l'étude Global Data, c'est que cette espèce d'incertitude qui traîne autour de ce rachat inquiète beaucoup les DSI. Déjà, le rachat inquiétait beaucoup à la base des DSI. Et alors là, on sait plus trop où on en est, quoi. Qui avait peur que les prix enflent des licences et puis qui avait peur que l'innovation soit un peu ralentie, voire carrément ralentie. On a vu ce qui s'est passé avec les autres rachats de Broadcom. On parle de Symantec, c'est ça? Ouais, notamment et de Computer Associates, mais que des bons souvenirs. Pauvres clients. Ce qui est sûr, c'est que a priori, ce que dit Global Data, c'est qu'il faut absolument que VMware reste une entité indépendante. Comme elle était chez Dell, finalement. Comme elle était chez Dell. Avec Dell. Et il faut reconnaître que Broadcom a, pour l'instant, plutôt dit que ça resterait une entité indépendante et pas forcément ultra intégrée, voir la marque disparaître sous le nom Broadcom. C'est pas dans les planifications à court terme a priori. Bon voilà, mais n'empêche que ça inquiète. Donc et Global Data dit qu'il y a quand même qu'une seule chance sur 2 que ce rachat se fasse désormais. Okay. Bon alors là pour le coup suite au prochain épisode. Oui voilà. Il va falloir attendre au moins septembre. Alors, deux autres sujets, un peu retour vers le futur, j'allais dire, puisque IBM, on le sait, est toujours bien avancé sur les mainframes, mais là, il nous réinvente le mini-ordinateur, alors ça parlera pas forcément à grand monde. Les AS400, c'était beau. Voilà, et en tout cas, bon, pour revenir sur le sujet plus sérieusement,
mainframe, finalement, IBM a découpé un peu ses mainframes pour les faire en taille réduite. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Donc, il faut rappeler qu'il y a un peu plus de 18 mois maintenant, et IBM a introduit la nouvelle génération de mainframe, le Z16. Z16, ouais. Qu'il a décliné ensuite dans une autre machine qui peut être assimilée à un mainframe, même si c'est pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est vraiment, d'un point de vue matériel, exactement la même machine. Ce qu'on appelle le Linux One Emperor 4. Qui est vraiment un mainframe et qui tournerait 100% sous Linux, alors que les ZOS, les Z-Frame, sous ZOS bien sûr. Voilà, tournent également sous ZOS. Ils ont du Linux, ils embarquent aussi du Linux, mais ils tournent aussi sur ZOS pour maintenir la compatibilité avec l'existant mainframe. Et là, l'idée qu'ils ont eue, en fait, c'est de dire bon, bah, ces grandes armoires, il y a des tiroirs, et si on prenait qu'un seul tiroir et qu'on n'en faisait qu'une machine, et c'est exactement ça, en fait, ils ont pris un bloc de leur Z16 et ils ont dit voilà, ça on le fait en sorte qu'il soit rackable dans les racks 19 pouces de toutes les entreprises, que ça puisse se mettre avec les cordons d'alimentation standard des entreprises et que ça puisse être voilà, avec les mêmes composants réseau, les mêmes composants stockage. On change rien. En gros, ils sont passés chez des experts de chez Ikea, c'est ça un peu l'idée. Non, je pense pas qu'IKEA soit vraiment passé par là, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont fait un peu du Lego. Ça, par contre, ils ont dit, bah voilà, cette brique-là, on la prend, là. Donc, en fait, on obtient ce qu'ils appellent un single frame, du côté du Z16. Alors, ils ont donné un nom un peu plus sexy pour le Linux One. Donc, le mainframe s'appelle Emperor 4, et là, ça s'appelle Rock Hooper. Wow. 4. Voilà, c'est un peu plus rock. L'idée, c'est quand même, alors, c'est pas inintéressant. D'abord, on y retrouve les mêmes technologies que sur les mainframes. Donc, c'est les mêmes processeurs, Telum d'IBM qui sont à base de 16 cœurs power, mais qui surtout embarquent des cœurs d'accélération d'inférence et d'IA d'une manière générale. C'est quand même des processeurs cadencés à 5,2 GHz, ça dépote un peu. Ouais. Ils ont mis, donc ils ont mis du lourd. Petit mais costaud, quoi. Hein. Et en fait, on y retrouve les mêmes qualités. Ils annoncent la même haute disponibilité, donc pas à 5.9 mais à 7.9, 99,9999. Il y a une consommation aussi amoindrie, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est que on est en train de multiplier les serveurs et que c'est pas green. Et que l'avantage de leur machine, c'est que ça permet de consolider encore plus de serveurs au sein d'une seule machine. Et ils annoncent, alors là pour le coup je le lis parce que j'ai perdu les choses, une consommation réduite de 75% et une consommation électrique réduite de 75% et une consommation d'espace réduite de 67%. Donc comme quoi on peut être à la fois et green et blue. Oui. Bon. Ça fait quoi comme couleur? On sait pas. Un petit mélange. Les machines alors, on change complètement d'univers et on parle de FreePro. Donc on a reçu sur ce plateau Denis Planin, qui est le directeur général de FreePro. On va le recevoir en fait. On va le recevoir, pardon. Et il va annoncer, enfin ça a déjà été annoncé, oui, le rachat de eTrust. Et donc ça veut dire concrètement que FreePro a une offre de cybersécurité maintenant intégrée dans son offre d'accès à Internet. Voilà, en fait ce que fait FreePro, c'est qu'ils sont en train de muscler leur offre B2B en y rajoutant des services supplémentaires et justement du service cybersécurité. Pour faire ça, ils ont été voir ce qu'il y avait de disponible sur le marché français. Ils ont trouvé un acteur qui s'appelle eTrust, qui est pas vraiment une start-up quand on les a, ils appellent ça une PME. Oui, bon, elle date de 2007. Bon, c'est des gens qui sont assez connus parce que leurs outils ont été adoptés par des acteurs comme Airbus, des choses comme ça. Donc c'est assez sérieux comme solution. C'est une solution assez complète et du coup FreePro a pris une participation majoritaire dans eTrust. Donc finalement ils ont acquis eTrust. Et l'idée c'est de proposer, ils appellent ça des offres cyber XPR. Il y en a deux versions. Il y en a une version pour les grandes entreprises et il y a une version pour les petites entreprises qui commence à 60 € par mois. Pour un poste, mais il doit y avoir une combinaison genre 400 € pour 20 postes. Et ça comprend non seulement toutes les sécurités du poste, mais ça comprend également un SOC avec l'analyse des risques, des menaces qui passent, voilà. Alors, faut peut-être rappeler aussi que la solution d'eTrust reste, accessible à ceux qui ne sont pas. Oui, voilà. eTrust continue. Voilà, eTrust continue en tant qu'éditeur indépendant. Oui, Airbus ne va pas passer chez FreePro. Ouais, c'est ça. Ce serait peut-être un peu audacieux en termes de dimensionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que FreePro a réussi à séduire des grands comptes, notamment des agences bancaires et ceux qui ont besoin justement de solutions, on va dire, assez simples. Et puis, d'un point de vue politique tarifaire, c'est pas totalement absurde. Non, c'est plutôt une offre alléchante. Je pense que ça va intéresser. Alors c'est ça qui est amusant, c'est que c'est vraiment au départ, on se disait tiens c'est très orienté TPE-PME, mais bon, ça séduit des gros groupes aussi qui voient des économies à faire. Bon, écoutez, pour le coup,
Un nouvel acteur sur le marché concurrentiel. Je pense à Orange, à SFR. Voilà, ça va leur faire ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On sait que de toute façon, on en reviendra sur le dossier du FIC. Le marché de la cybersécurité, notamment en France, est quand même extrêmement éclaté. Il y a énormément d'acteurs. Alors justement, marché cybersécurité, rubrique financière, on coule toujours là-dessus. Une start-up française, Datadome, que tout le monde ne connaît pas forcément, et qui lève 42 millions d'euros. Ça commence à être significatif. Ouais, c'est leur 3e levée de fonds. La précédente était en 2021. Ils avaient levé déjà 35 millions. Donc là, ils relèvent 40 millions. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est fraude et attaque menées par des bots. Donc tout ce qui est attaque automatisée, en fait, c'est vraiment leur spécialité. Faut rappeler des chiffres assez effarants. En 2022, les 250 milliards de tentatives de fraude en ligne. Oui, alors c'est ce que eux ont intercepté. Oui. La plateforme Datadome, 250 milliards de tentatives de fraude en 2022. Donc bon, leur plateforme était apparemment incontestablement utile. Elle a séduit des grands. Il y a dans leurs clients, il y a des grands noms. Il y a du Blablacar, il y a du SNCF Connect, il y a The Fork. Enfin bon, voilà. C'est une plateforme qui commence vraiment à être connue. Qui commence à s'étendre à l'international. En fait, tout le principe de cette levée de fonds, c'est évidemment d'en donner un petit peu dans la R&D pour continuer, parce que là aussi, c'est une solution qui est extrêmement basée sur les IA, sur le machine learning, mais c'est surtout pour assurer leur expansion à l'international, leur développement à l'international. Mais voilà, ça devient une belle petite pépite. C'est pas encore une licorne, mais ça devient une belle petite pépite de la sécurité. C'est évidemment tout le mal qu'on leur souhaite. Alors justement, puisqu'on est sur le FIC, on va évidemment en parler. On va tout de suite évacuer le sujet du rififi avec l'État. Le sujet qui fâche avec un boycott. Une barbouzerie. Un boycott officiel de l'État. Bon, voilà, c'est ça. Entre nous, j'ai vu beaucoup de gens avec des cheveux courts. Alors, c'est ça. La coupe réglementaire. C'est ça. Donc, officiellement. Non, mais il y a des tarifs en ce moment à l'entrée du FIC pour une belle coupe de cheveux. Ça doit être ça. Alors, je comprends pas. Il y a aussi un chausseur parce qu'ils ont des chaussures. Non, mais. Je m'égare. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, donc le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées ont annoncé qu'ils ne seraient pas présents au FIC. Officiellement pour des raisons budgétaires. Alors on sait que c'est pas du tout ça. C'est lié à, on va dire, une incompatibilité d'image avec Avisa Partner. Alors qui est Avisa Partner ? Bon, c'est une société qui fait de l'intelligence économique. Non, Loïc, il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans la terminologie intelligence et économique. C'est le mot intelligence à l'anglaise. Mais Avisa, intelligence à l'anglaise. Donc Avisa Partner est depuis quand même 2020 l'un des actionnaires du CEIC qui organise justement le FIC. Donc c'est pas une information très nouvelle. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Mediapart a sorti un papier il y a 8 mois qui a fait un peu de vague. Qui laissait entendre que Avisa Partner publiait faisait de la désinformation. Faisait de la désinformation. De l'intelligence économique, donc. Pour des États notamment africains, a priori. Bon, il y a des histoires politiques derrière, il faut pas... la France, la Franc-Afrique et tout ça, les Russes... Bon, bref, en tout cas, ça a un peu terni l'image d'Avisa Partner et l'État n'a pas voulu... officiellement s'associer au FIC. Bon, comme dit Guillaume Tissier, le directeur général du FIC, lui, il dit que c'est une polémique qui a été orchestrée par des médias militants. Mais il soutient évidemment Avisa Partner, c'est normal. Il rappelle que Avisa Partner ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et que, en plus, Avisa Partner dispose de tous les agréments français et européens. Donc, il fait celui qui ne comprend pas, c'est logique. C'est un peu étonnant, mais comme vous le disiez, ça n'a pas empêché une énorme fréquentation du FIC. On a vu beaucoup de monde cette année. On n'a pas les chiffres encore officiels, mais on reçoit un peu plus tard sur le plateau de notre grande émission en direct le général Vatin Aguar, qui lui va nous donner probablement quelques chiffres. Bon, on a vu, c'est vrai, beaucoup de gens avec des cheveux courts. A priori, il y avait quand même pas mal de militaires, gendarmes, mais en civil. Des officiels qui officiellement ne devaient pas être là sont quand même là, passés par hasard sans doute. Non, mais il va falloir mettre fin très rapidement à cette polémique. Oui, parce que c'est en train d'abîmer l'image du FIC, c'est un peu dommage. On va essayer d'être sérieux quelques instants justement sur le sujet, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un des endroits assez uniques, où on pouvait trouver justement l'ensemble des représentations d'État. Et on a toujours effectivement des représentants européens qui viennent. On est à quelques 30 et quelques minutes belge.
Voilà, oui, il y en a qui n'ont pas eu peur de... des instances européennes. C'est quand même très important aujourd'hui d'imaginer que le sujet de la cyber, c'est autre chose qu'une histoire voilà, de barbouzerie à 2 balles, excuse-moi de l'expression. Mais il y a des moments où il faut être un peu plus sérieux. Ça envoie du lourd, hein. Donc on veut revoir venir les officiels. Donc voilà, débarrassez-vous de ces histoires. Voilà, il va falloir que ça s'éclaircisse un peu tout ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand même on a parlé de vraies choses au FIC. Voilà. Hein, justement, de quoi on a parlé au FIC. De quoi on a parlé. Donc alors le thème officiel c'était... alors, devons-nous faire confiance dans le cloud? Voilà, in cloud should we trust ou in cloud we trust. Moi j'aimais bien le raccourcir carrément. Ouais. Alors bon, honnêtement, il y a eu beaucoup de débats sur la partie forum, sur la partie salon. On a parlé de beaucoup de choses, pas de cloud finalement, ouais, pas beaucoup de cloud. On a par contre les problèmes de souveraineté sont un peu partout quand même. Ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup d'acteurs français qui essayent de jouer leurs cartes en disant bon voilà, reprenons en main notre destin. Ne laissez pas la sécurité entre les mains de gens dont on ne maîtrise finalement pas les lois ni les... Tout à l'heure on recevra la Chief Legal Officer d'OVH Cloud qui justement nous fera un point sur ces problématiques. On va faire le point de tout ça. Européens. Oui, bon, alors le vrai thème récurrent partout, c'est le manque de talent. Ça, je pense que tout le monde, alors tous les gens qui sont venus à nos micros sur ces 3 jours, un appel désespéré. On fait des appels désespérés à venez chez nous. Voilà. C'est à peu près environ 10-15 000 personnes et c'est souvent manquantes, ouais, par an. Ouais. On l'a rappelé, c'est pas forcément des diplômés bac+8, bac+10. Oui, comme ça a été évoqué en se marrant 2 minutes en disant c'est bizarre, peut-être qu'on voit des cheveux courts, mais en tout cas on voit pas une seule cagoule et l'image qu'on se fait habituellement des hackers et des spécialistes de la cybersécurité. Voilà, oui, parce qu'il y a tout le problème de la féminisation aussi de cet univers qui est vraiment largement en dessous des 16%. De l'IT en général, mais encore plus dans la sécurité. Encore plus dans la cybersécurité. Et qui on a fait rappelé clairement la partie des secteurs diversité des métiers qui touchent et également à la partie légale, également on parle de curiosité dans le domaine de la veille, ni plus ni moins. Alors, je voudrais quand même revenir, il n'y avait pas de gens en cagoule. Ceci dit, le Hacking Lab qui est au fond, là, juste derrière notre stand, est plein à craquer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une démo. Il y a même, la salle n'est pas fermée, c'est des espèces de grandes barres comme ça, et les gens se mettent entre les barres pour regarder les slides. Voilà, si on veut recruter, à mon avis, c'est là que ça se passe. Voilà, c'est là que ça se passe, ouais. S'il faut aller chercher à recruter, il y avait évidemment beaucoup de jeunes. Bon, effectivement, majorité masculine, quand même. L'autre point qui me frappe, c'est beaucoup d'acteurs français. Ça, c'est positif, mais la contrepartie, c'est peut-être une dispersion quand même. Voilà, c'est sûr que le manque de concentration des ressources. Le FIC a toujours été, il est de plus en plus, un moyen de prendre le pouls de l'écosystème français. Et là, c'est truffé de gens qu'on n'a jamais vus. Énormément de startups, souvent des startups locales. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. On va recevoir d'ailleurs dans la matinée le nouveau patron du cybercampus de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui est à Bordeaux, ouais. Mais qui lui aussi va nous parler un peu des richesses qui existent localement et qui sont là pour aider les acteurs locaux et certains essayent aussi de briller nationalement et internationalement. Mais alors effectivement, moi c'est l'assentiment que j'ai, c'est que le milieu de la cybersécurité français n'a jamais été autant éclaté. Il y a un nombre d'acteurs assez invraisemblable. Et on sait quand même que pour peser à l'international face à des grands concurrents anglo-saxons, il faut quand même des moyens. On a parlé tout à l'heure de Datadome qui a levé finalement globalement près de 70 millions d'euros. Ça paraît beaucoup d'argent, mais on a vu des acteurs qui lèvent 100, 200, 300 millions. Si on veut tenir la route, pour revenir à cette histoire de souveraineté, il faut quand même un petit peu d'argent. Quand même. Voilà, oui, c'est ça. Il y a une start-up dont on va peut-être parler, Sesame IT, qui a aussi levé 10 millions cette semaine. Donc elles ont besoin de grossir, mais toutes ne vont pas pouvoir grossir. Donc on sait que dans le milieu de la cybersécurité, on s'attend à des consolidations. Ceci dit, on les annonce depuis des années et finalement on les voit pas beaucoup venir. Voilà, c'est un marché qui a... Il y a beaucoup de satisfaction et une petite inquiétude sur le devenir de toutes ces petites boîtes. Très bien. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Hein. Voilà, et pour le FIC. On pourrait peut-être parler juste 2 secondes pour finir. Je sais pas, on a un peu de temps. J'ai pas regardé l'heure, du coup. Oui, on a encore 5 minutes. Allez, on a encore 5 minutes. Juste pour dire qu'il y a quand même des startups qui ont été mises à l'honneur. Oui, parlons-en. Donc il y en a une qui s'appelle Another Way, qui est une startup éditrice de logiciels spécialisée dans la protection des personnes
face au risque cyber. Donc elle a eu le prix de la start-up. Il y a une start-up qui a été le lauréat du prix du jury, elle s'appelle Dust Mobile, c'est un opérateur de cyberdéfense. Ensuite, il y a 2 coups de cœur, donc co-ex-aequo. Le premier s'appelle Astran, qui est un éditeur d'une solution de stockage Zero Trust dans le cloud, qui n'a pas froid aux yeux et qui se dit que lui aussi peut aller concurrencer les gros. Et l'autre, c'est Filigrane ou Filigrane, je sais pas trop comment ça se prononce en fait. On les recevra tout à l'heure, donc on pourra leur demander. On va leur proposer un pitch, de pitcher en 5 minutes, ouais. Donc, qui développe 2 plateformes. Il y a une solution d'analyse des cybermenaces et il y a un outil d'automatisation des exercices de crise. Donc je pense que ça c'est une petite boîte intéressante aussi qu'il va falloir suivre. Il y en a une autre qui a été le lauréat du prix OT, donc pas la partie IT mais la partie réseau industriel qui s'appelle OneKey, voilà, qui analyse les micro-logiciels au sein de tous les appareils qui sont sur ces réseaux OT. Et puis moi je vais rajouter ma petite start-up à moi. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est Sesame IT qui vient de lever 10 millions, qui est une start-up qui est spécialisée dans les NDR, donc dans l'analyse des flux réseau. Et c'est une start-up qui s'est créée presque finalement sur un cahier des charges de l'ANSSI, qui disait bon, c'est sûr que tous les OIV et les opérateurs nationaux ont besoin de surveiller ce qui se passe sur le réseau, mais il est hors de question de laisser des technologies étrangères faire ça. Et donc on a besoin d'acteurs français. Ils ont profité de cette opportunité et ils ont monté une petite boîte avec des solutions extrêmement très sympas. On en reparlera là aussi un peu plus tard dans la cofondatrice. Avec la cofondatrice Audrey. Une fois, il y a une femme dans le secteur. Et voilà. Et ça passe par le réseau solide. Hein. On sent les grands experts. Alors, j'invite nos spectateurs à rester en ligne et c'est dans quelques voilà, juste heures après. À peu près, ouais, voilà, dans une demi-heure. Alors, je disais donc pour la semaine à venir, on a reçu l'événement de nos camarades d'IT for Business, la matinale dédiée. Alors, on va changer de sujet, ça va être bien. Complètement. Là, on n'est plus tout à fait. Il y a une partie sécurité, hein, mais l'idée, c'est de piloter de manière décentralisée le SI de l'entreprise. Bon, on va surtout parler quand même de Digital Workplace. Oui, donc ça a lieu le 19 avril. C'est en présentiel, ce n'est pas retransmis en live, donc il faut s'y inscrire. C'est à 9h. Il y a le lien dans l'article. Voilà, c'est à côté de la gare Saint-Lazare. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des intervenants de qualité, qui sont responsables du sujet Digital Workplace chez TF1, chez L'Oréal, chez Keolis. Il y a des témoignages aussi de HP et de Cinequa. Bon, on devrait y apprendre des choses quand même. Hein. Très bien, rendez-vous en présentiel dans 15 jours au morning près de la gare Saint-Lazare. Et puis on conclut par notre traditionnel culture coup de gueule. Voilà, ça va être un coup de gueule quand même. On va parler d'IA pour changer un peu. Alors on en avait parlé la semaine dernière, cette fameuse pétition qui a réuni je sais plus combien de signatures. Alors 12 000 signatures, ça vient de l'Institut Future of Life aux États-Unis. Je m'étais arrêté nettement moins. Il y a quelques grands noms parce qu'il y a Elon Musk qui l'a signé, il y a Steve Wozniak, voilà. Et il demande une pause de 6 mois et donc plein d'autres personnes. Alors après il y a des chercheurs qui en IA très connus, notamment du MIT, qui sont arrivés en disant oui ils ont raison, les IA vont nous tuer. Alors évidemment ça enrichit pas beaucoup le débat. Ces gens-là s'inquiètent de vraies choses. Hein. Oui. C'est que les IA quand même augmentent sérieusement et en influence sur notre travail et en compétences, et qu'il faudrait quand même un peu réglementer tout ça. Enfin, réglementer, c'est pas mettre une pause. Hein. Alors voilà, il demande une pause, mais en fait c'est très contradictoire parce que d'un côté il demande une pause. C'est pas la pause sur les IA actuelles, c'est sur le futur de l'IA. Alors en fait oui, c'est ça. Il ne demande pas à ce qu'on arrête les IA actuelles réellement. Il demande juste qu'il y ait une pause sur les développements. Mais alors c'est là que c'est un peu incohérent parce qu'un peu plus loin dans le courrier, ils expliquent que il est important de poursuivre la R&D pour rendre ces IA plus précises, plus sûres, plus transparentes, plus fiables, plus loyales. Bon, c'est sûr que ça, il faut continuer la R&D pour y arriver. Donc c'est un peu flou tout ça, beaucoup de gens ont réagi quand même, dans l'autre sens. Un peu quand même, je suis en retard et j'essaie de gagner Bill un peu de Gates a dit que ça servirait absolument à rien en 6 mois. De toute façon, si c'est pour attendre les politiques, c'est mort parce que les politiques bougeront pas avant des années. Et si c'est pour attendre une certaine maturité, comme dit Yann Lequin, on n'a pas attendu que ces gens-là s'expriment pour travailler sur comment on filtre ces IA, comment on les améliore. Et honnêtement, quand on regarde ce que fait Google, ce que fait Microsoft, ce que fait OpenAI, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de travail qui est fait justement pour faire en sorte que ces IA soient de moins en moins fabulatrices et de plus en plus contrôlées, qu'éventuellement elles évitent des sujets qui sont un peu dangereux. Il y a un vrai travail.
Il faut reconnaître que quand elle dérape, c'est quand même pas, elle dérape jamais complètement aléatoirement. C'est une discussion avec les humains qui cherchent vraiment à obtenir ça. Quand une IA, alors il faut pas oublier non plus qu'elle a pas la moindre sens des mots qu'elle prononce. Donc quand elle dit je vais détruire l'humanité ou je suis follement amoureuse de toi, c'est la même chose que si on en parlait cette semaine, c'est la même chose que si elle disait les poules ont des dents ou les poules n'ont pas de dents ou ce qu'on veut. C'est pour eux la même valeur. Alors il y a des travaux qui sont faits justement pour que les IA petit à petit acquièrent du sens. Quand on regarde faut les entraîner. Non, quand on regarde, non, il faut plus que les entraîner. Là, il faut réinventer. Il faut travailler sur les topos mathématiques, ce genre de choses. Enfin, faut les spécialiser aussi. Il y en a encore pour plusieurs dizaines d'années avant de ce qu'on appelle d'avoir les AGI, c'est-à-dire ces espèces d'intelligence artificielle qui seraient capables de faire plein de choses. Bon, aujourd'hui, ces IA sont pas connectés au monde réel. La seule connexion avec le monde réel, c'est l'être humain. Donc, si l'être humain se laisse influencer par des IA, c'est souvent, enfin voilà. Bon, le marché, il va plutôt aller vers les IA spécialisées que ces IA généralistes qui, à la base, il faut forcément sont imparfaites. Oui, on est au tout début. On est à l'âge de pierre. Juste deux choses. Donc l'Italie a interdit l'utilisation de ChatGPT, l'Allemagne est en train d'étudier le dossier et la CNIL a été saisie hier par une organisation pareille. Alors il faut savoir que c'est pas l'IA réellement qui est mis en cause dans ces cas-là, c'est vraiment la façon dont ChatGPT gère les données et en fait ça serait contraire au RGPD. On verra. Alors il y a, pour la petite histoire, on donne le lien dans la newsletter d'IT for Business. Il y a une information qui a été publiée cette semaine comme quoi Samsung a alerté ses employés. Ils disent aux employés, utilisez ChatGPT, c'est vachement sympa, ça va vous aider à être plus efficace. Sauf que ils ont fait ça avec du matériel, avec des sujets qui étaient hautement confidentiels, notamment pour débugger du code, optimiser du code, donc ou même pour obtenir ils ont nourri ChatGPT avec leurs données. Pour faire, alors en fait, le problème il est là. Donc non, Samsung n'accuse pas OpenAI de quoi que ce soit. Il rappelle juste que forcément les données partent sur les serveurs américains, qui sont au moins stockés le temps des sessions sur les serveurs d'OpenAI. Et qu'on ne sait toujours pas trop ce qu'OpenAI fait de ces informations-là. Est-ce qu'ils sont pas en train de... Enfin, on sait qu'ils en utilisent une partie pour entraîner leur moteur. Ils font de l'amélioration continue. Donc, ça manque... En fait, le vrai problème, il est là. C'est que tout ça... Il y a beaucoup de concurrence, donc ils veulent être beaucoup moins transparents qu'avant. Mais voilà, c'était le sujet on en parlait la semaine dernière. Enfin, Guy Hervier en parlait la semaine dernière. Et on reviendra sur l'origine. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'open source. De l'alimentation en données, Voilà. C'est-à-dire que c'est bien beau même d'avoir l'open source. Ça servira à rien si on n'a pas une vraie visibilité sur les données qui ont servi aux entraînements de ces IA. Bon, c'est un grand sujet, je pense qu'on va en parler toute l'année, mais je propose qu'on conclue l'émission aujourd'hui, parce qu'on a une autre émission qui enchaîne dans quelques minutes. Merci, rejoignez-nous. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique Studio dans nos studios de la Défense, plus traditionnellement. Merci en tout cas, à bientôt.